Bonjour à tous, bonjour à toutes sur Akasha Web Radio avec Pierre Duré pour nos capsules vidéo concernant l'intégration motrice primordiale. Pour cette capsule vidéo, on va s'attarder sur les comportements et réflexes non intégrés, surtout sur l'enfant et ces étiquettes, comme tu me l'as dit, ces étiquettes à gogo qu'on lui attribue lorsque son comportement sont mal intégrés et qu'on le force un peu à cette intégration. Voilà. Euh, donc, on peut observer souvent chez les enfants des réactions qu'on va détailler un petit peu par la suite, et on met la responsabilité sur la tête de l'enfant. Hein, souvent, l'enfant, en fait, a des réactions réflexes qui font que il peut sembler agressif, il peut sembler agité, il peut sembler distrait, euh, et en fait pas du tout. Il ne le fait pas exprès. C'est vraiment un ensemble de réactions qui sont dues au fait que les réflexes archaïques ne sont pas intégrés. Et donc, aller mettre du stress en allant punir l'enfant, en accentuant ses frustrations, ben, ça ne va pas l'aider à pouvoir rééquilibrer toutes ces réactions automatiques. Et donc, il est important de pouvoir observer l'enfant et de pouvoir prendre du recul et de pouvoir vraiment identifier est-ce que c'est bien voilà, une tête de cochon Oui, oui, c'est ou clair. Oui. bien est-ce que c'est vraiment une réaction automatique? Et là, il y a des grilles de lecture possibles. Et là, en IMP, on a un peu identifié les différentes étiquettes qu'on inscrit sur le front de l'enfant. Euh, et voilà, donc on va faire un petit peu le tour de ces étiquettes. Mais avant de faire le tour de ces étiquettes, je voudrais vous initier à une dictée, et une dictée que nous utilisons en IMP pour faire sentir aux adultes la difficulté que peuvent rencontrer que les enfants lorsque leurs réflexes archaïques ne sont pas bien en équilibre. Donc c'est dicté. Alors je la conseille de la faire parce que bon, tout à l'heure, bon, j'ai essayé de la faire parce que là, il a fallu qu'on reprenne l'émission, mais ça, bon, ça, c'est un peu censé le savoir. On est en plein direct, donc on a fait une phase de test. J'ai essayé par test ce cette dictée infernale et je vous garantis que c'est assez probant. C'est très probant. Donc si vous avez... donc donc il y a quoi à faire. Il y a une feuille de papier de 5 cm x 7. Voilà. Voilà. Donc, vous prenez une petite feuille de papier de 5 sur 7. C'est bien de le faire avec quelqu'un d'autre qui va dicter les mots. Oui, aussi. Voilà. Vous asseyez derrière un bureau. Vous tendez les deux jambes. Les deux jambes ne doivent pas poser au sol. Voilà, Elles ne doivent doivent pas être toucher terre. écartées. D'accord. Voilà. Ça ne doit pas, les pieds ne doivent pas toucher le sol. Et vous prenez le stylo dans la main qui n'est pas dominante. Donc, si vous êtes droitier, vous prenez le stylo de la main gauche. Et le prof, hein, celui qui va jouer le rôle du Mhm. prof, va vous lire un mot toutes les 2 secondes, toutes les 2, 3 secondes. Et donc, voilà, les mots sont les suivants. Et on les lit comme ceci. Euh, coude, lever de soleil, animal, vendredi, dîner, docteur, zèbre, transportation, mer. Et on dépose les stylos. Donc, généralement, ce genre de dictée, c'est la dictée hebdomadaire. On fait ça le vendredi après-midi, au moment où les élèves sont Oui. les plus fatigués, hein, évidemment, en fin de semaine, etc. Donc, la concentration, déjà au départ, n'y est pas. En fait, là, le vendredi après-midi, on devrait aller s'oxygéner et jouer au ballon. Et donc là, je vous défie d'arriver à terminer la dictée. Et si Et, vous la terminez, il y a quelques petites questions à se poser. oui, oui. D'abord, est-ce que vous avez écrit tous les mots sans faute, déjà? Est-ce qu'ils sont tous lisibles?
Est-ce que votre écriture est bien restée cohérente sur la ligne avec des lettres bien proportionnées? Est-ce que vous souhaitez que votre dictée soit affichée au tableau? Est-ce que vous êtes fier de votre copie? Est-ce que ce papier reflète bien votre intelligence? Est-ce que vous voulez être noté? Là-dessus, oui. Est-ce que vos jambes sont restées au sol? Sont restées levées, pardon? Est-ce que vous voulez passer, est-ce que ça vous dirait de passer toute une journée comme ça? Dans ces conditions-là. Et je vous garantis que c'est sacrément sportif, ayant fait le test. Au bout du troisième mot, c'était ingérable. Pour moi, c'était ingérable. Voilà. Et Mais c'est c'est... généralement sur le troisième mot. Ouais. On arrive jusqu'au troisième mot et le troisième mot, ça commence vraiment à foirer Ah oui. parce que au niveau de la cohérence de la motricité fine, on n'y est plus. Mais j'ai même ressenti un certain mal à l'aise au niveau cérébral même. J'ai eu être vraiment pas un début de malaise. Je n'irai pas jusque-là, mais il y a un gros malaise au niveau cérébral. C'est qui Ça peut aller jusque-là. ouais. Et on voit même dans les tests qu'on fait faire dans les petits ateliers, etc., des gens qui commencent une migraine, quoi. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a une surcharge d'informations. Et donc, ce qu'on veut montrer par là, c'est que les enfants qui n'ont pas intégré certains réflexes archaïques doivent en permanence trouver des stratégies pour court-circuiter ces réflexes et pouvoir suivre le rythme normal des événements. Et donc, ça leur demande une surcharge de travail au niveau de l'attention, au niveau de la motricité, au niveau de la gestion de l'équilibre, au niveau de l'ingestion des informations. C'est astronomique ce qu'ils doivent mettre comme effort en avant, quoi. Donc ces enfants, souvent, finissent mais leur journée est complètement épuisée, complètement décalée par rapport aux événements. Parfois, on peut voir des pics de colère ou des pics de tristesse, alors que ça n'a pas lieu, quoi. Hmm. Voilà. Et donc, je vais en venir aux petites étiquettes. Voilà, oui. Voilà, la première étiquette, c'est l'agité, à différencier de l'hyperactif. L'hyperactivité étant une pathologie particulière, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on pourrait peut-être aborder ça lors d'une autre capsule. D'accord. Mais l'agité, lui, c'est le petit bonhomme qui constamment s'agite sur sa chaise, voilà, il ne tient pas en place, ou par moments il s'affale sur son bureau, par moments il enroule les pieds autour des pieds de la chaise, parfois il se met à genoux sur son siège, et parfois il met les jambes sur le côté. Et donc là, en fait, sont responsables essentiellement deux réflexes. C'est le réflexe de Galland, le réflexe spinal de Galland, donc spinal, la colonne, l'épine dorsale. Et donc, c'est un réflexe qu'on détecte et qu'on stimule en allant faire un petit frottis au niveau des lombaires, le long de la colonne vertébrale. Et lorsque le réflexe n'est pas intégré, on a comme un petit mouvement sinulosidal au niveau du bas du dos, un peu comme un serpent qui chercherait à s'élever. Et ça a raison d'être lors de la naissance, puisque ce réflexe permet au corps de sortir de l'utérus, d'être éjecté hors du ventre de la maman. Oui. Mais quand il n'est pas intégré, en fait, bien, ça crée une hypersensibilité au bas du dos. Et donc, l'enfant ne peut pas s'adosser à un siège parce que chaque fois qu'il va s'adosser, il y aura une gêne. Donc, chaque fois, il va bouger. Et le réflexe va enclencher cette réaction musculaire de zigzag comme ça dans le bas du dos. D'accord. Et aussi, ce sont les enfants qui n'arrivent pas à avoir une ceinture serrée. Et ils vont toujours avoir le pantalon qui tombe parce qu'il y a une gêne, quoi. Le deuxième réflexe, dans ce cas-là aussi, qui peut venir ajouter au problème, c'est le réflexe tonique symétrique du cou. Alors, le réflexe tonique symétrique du cou, c'est lorsque bébé fléchit les bras, il a quatre pattes, il fléchit les bras et il tend les jambes. Donc on voit parfois des bébés qui s'endorment comme ça, le pète en l'air. Oui. Voilà. Et quand il vient fléchir les jambes, alors il tend les bras. Voilà. Donc il fait cette bascule-là. Et donc, imaginez un enfant dont le réflexe tonique symétrique du cou n'est pas intégré. Il doit s'asseoir. Donc chaque fois qu'il va plier les jambes sous la chaise,
ses bras vont s'étendre. Automatiquement, d'accord. Voilà, automatiquement. Donc c'est un réflexe, c'est pas C'est volontaire. pas volontaire. Et donc, chaque fois qu'il va tendre les bras, ben, il y a la moitié des cahiers, le porte-plume, etc., qui vont aller au sol. Et chaque fois qu'il va vouloir écrire, donc il va fléchir les bras, ses jambes se tendent. Donc vous voyez, déjà, pour garder son équilibre, c'est assez, Oui, c'est pas c'est évident. assez compliqué, quoi, hein. Et donc, il y a un champ-barre pas possible sur le bureau de cet élève, parce que bah, il peut pas rester en place, quoi. Alors, s'il y a les deux, s'il y a le spinal de Galant et le réflexe tonique symétrique du cou qui ne sont pas intégrés, alors là, c'est... Oui, là, voilà, son plan de travail, c'est un vrai bordel. Ah oui, oui, on est vraiment chez l'agité, quoi. Enfin, Mm. apparent, lui, il ne c'est pas volontaire, il n'est pas agité du tout. C'est l'image qui donne par réflexe. La deuxième étiquette, c'est le briseur de mine de crayon. Ça, c'est l'élève qui appuie trop fort sur son porte-plume, hein, qui plie la plume de son porte-plume ou qui casse les mines de crayon. Euh, et donc là, il y a deux grands réflexes qui sont présents. C'est le réflexe d'agrippement de la main. Et l'agrippement de la main, chez bébé, quand on met quelque chose dans sa main, ben, il serre et ça serre bien. Vous pouvez le soulever bébé comme ça. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a comme force qui peut se mettre sur un crayon et la tension qui peut apparaître dans la main, dans le bras, dans l'épaule, dans les trapèzes et jusque dans la mâchoire. Surtout qu'il y a des réflexes qui sont construits sur ce réflexe, ce premier réflexe d'agrippement de la main. Notamment, il y a le réflexe paume-bouche. Et donc, on voit des enfants qui tirent la langue, qui font des grimaces en écrivant, et qui ont beaucoup de mal, notamment à suivre lors des dictées, qui sont assez lents parce qu'il y a une telle tension dans la main et dans le bras qu'il n'y a pas de fluidité dans l'écriture. Alors, le deuxième grand réflexe qui est présent chez le briseur de mine, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Ça, j'en avais déjà parlé. C'est le réflexe du tireur à l'arc. Oui, oui. Voilà, donc c'est lorsque vous avez le bras et la jambe d'un côté qui plient, vous avez la tête qui tourne dans le sens opposé et le bras opposé et la jambe opposée qui s'étendent. Donc imaginez un élève qui doit écrire. Donc il va tourner la tête légèrement, vous voyez, pour pouvoir lire sur la feuille. Et chaque fois qu'il va entamer donc, la rotation de la tête et qu'il va fléchir le bras avec lequel il va écrire, ou il y a la main avec laquelle il va écrire, le bras et la jambe opposée vont s'étendre. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, il va aller mettre une grosse baffe à son voisin. Et donc, ça va créer des conflits de voisinage. Et, Forcément. et systématiquement, il va se lever. L'institutrice va dire, si c'était moi, Pierre, bon, ça suffit maintenant. Et chaque fois, l'élève va se lever et dire, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et effectivement, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est un réflexe. Et donc, c'est dans ce cas-là un peu stupide d'aller mettre une surcharge de stress, d'autant plus que le réflexe tonique asymétrique du cou est le réflexe des dyslexiques. C'est le réflexe qui permet d'apprendre à traverser la ligne centrale et donc de travailler avec les deux hémisphères. Or, un dyslexique travaille d'un côté ou travaille de l'autre. Un dyslexique, par exemple, quand il joue au tennis, il est incapable de faire un revers. Il fera un coup droit avec la main droite, et quand il doit faire un revers, eh bien, il va changer la raquette de main. Ok. Et il fera un coup droit avec la main gauche. Et donc ça ajoute au stress de l'élève. La troisième étiquette, c'est l'oublieux. Donc c'est le bonhomme qui étudie super bien sa leçon, et le lendemain matin, c'est le vide. Hein, il a la poésie qu'il a apprise la veille au soir, elle est complètement oubliée le lendemain matin. Et un jour, il a l'orthographe correcte d'un mot, le lendemain, plus d'orthographe du tout, il a fait 3 fautes dans le même mot. Et il en va de même pour les tables de multiplication. On rencontre ça très souvent, où voilà, vous faites répéter les tables de multiplication, dans l'apprentissage ça se passe bien. 2 jours après, hop, là, elles sont oubliées. Donc là, c'est un problème de mémoire là, donc, qui rentre en compte. Voilà, de mémoire, voilà. Et donc le problème de mémoire est lié à un réflexe qui s'appelle le réflexe de Pérez, qui est un réflexe qui un peu dans la même zone que le réflexe de Galant, mais qui a
qui provoque en fait un rapprochement du sacrum et de la tête. Donc, c'est un peu comme si l'enfant s'arc-boutait comme ça. Et voilà, donc ça permet notamment, de nouveau, au moment de la naissance, eh bien, de passer hors de dans le col de l'utérus et puis d'être éjecté. Et ça, c'est un réflexe, il est assez complet au niveau des dysfonctionnements, mais il a un impact, très fort impact sur la mémoire. Euh, et aussi au niveau physique, il a un impact sur la pompe sacrale. Donc en ostéopathie, c'est bien connu, afin d'activer le liquide céphalorachidien, il faut que au niveau du sacrum, ça travaille correctement, parce que la pompe qui lance la mise en route de ce liquide, hein, qui est autour des méninges, qui passe tout autour Mhm. de la moelle épinière, euh, eh bien, ce réflexe-là permet l'activation de ce liquide. Ouais, d'accord. Et donc, deux autres réflexes aussi, il y a le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro est un réflexe qui est très important au niveau du stress, au niveau de la gestion de la peur, au niveau de la confiance en soi. C'est le réflexe, on le teste chez le bébé, lorsqu'on prend le bébé sur le dos et qu'on le lâche juste comme ça, juste Mhm. d'un centimètre, le bébé va ouvrir les bras et les jambes, voilà, un peu en Mhm. tremblant comme ça, avec la tête en arrière, et puis il va venir se resserrer pour se restructurer. D'où l'importance du hug, qui est un restructurant extrêmement puissant. Et pour faire des hugs, soit on les fait assez semblables, humains, mais c'est très intéressant d'aller les faire aussi aux arbres. Ça restructure très très bien, et ça permet d'intégrer ce réflexe de Moro. Et le troisième réflexe chez l'oublieux, c'est le réflexe tonique labyrinthique, qui est un réflexe qui se déclenche au moment du passage de la tête en dehors du bassin Dans le de bassin, la ouais. mer. L'arrière de la tête vient, donc l'arrière juste au niveau de l'occiput, au bas de l'occiput, vient s'appuyer sur le pubis D'accord. pour pouvoir éjecter la tête à l'extérieur. Et c'est un réflexe hyper important au niveau de l'équilibre, mais aussi au niveau de l'audition binaurale et de la vision binoculaire. Donc l'appui fait qu'il y a une ouverture qui se produit ici, et donc il y a toute une ouverture qui se produit au niveau des oreilles et au niveau des yeux. Et ouais, Et donc, lorsque ce ouais. réflexe n'a pas été vécu correctement et n'a pas été intégré correctement, eh bien, on voit chez l'élève, par exemple, une grande difficulté à aller chercher l'information au tableau et à la ramener sur sa feuille. Ouais, Il donc, y a ouais, vision de loin, vision de près, ouais, ok. Mhm. vision de près, vision de loin, Mhm. et l'attention près et l'attention de loin, Lointaine, et d'accord. vraiment de faire la transition entre près et loin en transportant l'information. Ouais. Donc ça, et donc d'où l'oubli, parce qu'il y a un vide qui se fait là. Et ouais. Voilà, donc ça c'est une étiquette aussi qui apparaît, et la suivante c'est le mélangeur. Donc ça, c'est le petit bonhomme qui a du mal à s'organiser. Il met 3 heures avant de commencer à faire ses devoirs. Il inverse les lettres, il confond le B avec le D, le P avec le Q. Il confond le mot sac avec le mot K. Il ne connaît pas sa droite, ne connaît pas sa gauche. Il n'arrive pas à suivre les indications. Faut pas trouver son Euh, chemin, ouais. les indications où on lui donne son chemin. Hein, voilà. Donc là, de nouveau, on a les deux réflexes qui sont déjà apparus. C'est le réflexe de Moro et le réflexe tonique asymétrique du cou. Effectivement, asymétrique du cou parce que si je ne peux pas gérer ma gauche de ma droite, bah, je vais commencer à mélanger les informations. Tiens, l'information, est-ce que je l'ai reçue de la gauche ou est-ce que j'ai reçu de la droite? Et au début, d'ailleurs, les enfants, quand ils commencent à écrire, on voit qu'ils sont ambidextres. Et, Mhm. c'est très fréquent que les enfants soient ambidextres. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore complètement intégré le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc, ils n'ont pas encore fait leur choix de main dominante, d'œil dominant et d'oreille dominante. Même s'il y a donc l'audition binaurale et la vision binoculaire,
il y a quand même à un certain moment une importance donnée à un des yeux et à une des oreilles. Alors, l'étiquette suivante, c'est le maladroit, le balourd, celui qui fait toujours tomber ses objets, qui trébuche, qui se fait des croche-pieds tout seul. euh, et donc, en fait, ça devient un peu le clown de la classe avec ses maladresses. Et donc, c'est une façon, je dirais, positive pour lui de se valoriser. Mhm. Mais intérieurement, c'est pas toujours le cas. Eh bien, faut bien voir que tout ça, c'est réflexe, c'est pas volontaire. Hein. Et donc là, de nouveau, on a le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc, vous voyez, il revient beaucoup, ce réflexe. C'est vraiment un réflexe de l'apprentissage. Euh, et donc, ce réflexe-là, lorsqu'on, de nouveau, mélange gauche-droite, etc., on ses repères, on ne les a pas. Donc, forcément, on s'en mêle un peu les pinceaux. Et il y a un autre réflexe qui est le réflexe d'allongement croisé. C'est le réflexe qu'on teste en... Vous venez mettre un petit caillou, enfin une petite pression sous un des pieds, la plante du pied du bébé, Oui. et il va lever le pied et tendre l'autre jambe. Donc ça va être un peu comme s'il faisait une marche sur place, comme ça, un peu en piston. Voilà. Donc là aussi, c'est un réflexe qui a une grande importance sur toute la mise en place de la structure gauche-droite, gestion de l'espace. Voilà. Ensuite, vous avez le rêveur, celui qui est toujours dans les nuages. C'est le distrait qui se demande toujours mais qu'est-ce que je fais là et qui n'est jamais dans la tâche qu'il est censé accomplir. Donc quand il doit commencer à étudier, ben, il est en train de rêver ou bien il est en train de, je sais pas, regarder un dessin animé. Quand il doit se mettre à faire ses devoirs, donc à écrire, je sais pas, il va se gratter l'oreille, voilà, il est toujours à côté, quoi, en Oui, il fait. a du mal à s'y mettre. Oui. Mais il est toujours dans le rêve, comme ça. Il paraît un peu d'être rêveur et donc on aurait tendance à dire, moi, allez, concentre-toi, allez maintenant, fight, 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 Ouais, vas-y. ouais. Et en fait, on se bat contre un mur, en fait, parce qu'il y a des réflexes là qui sont hyper actifs, hyper présents. Et Mais ça, c'est des choses qu'on devrait. Mais ce type de. Enfin, là, ce que tu expliques, c'est des choses même qu'on devrait aussi apprendre. Moi, j'ai fait de l'aide aux devoirs en tant que. Enfin, lors de. euh, quand j'ai eu travaillé ailleurs, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai fait de l'aide aux devoirs et il y avait des comportements que c'est vrai que c'est pas évident à gérer et puis tu demandes s'ils le font pas exprès. Et là je comprends mieux les choses, si on m'avait expliqué ça avant, et évidemment on aurait mieux géré les choses. Plutôt oui, parce oui. que, parce que ça incite à brimer les gamins, même si tu peux être compréhensible, mais par exemple le coup du rêveur, c'est pas évident, c'est qu'il faut lui dire d'y aller parce qu'on a 1 heure devant nous à faire ses devoirs et puis il n'est jamais concentré, quoi. Et c'est pour ça qu'en IMP, des petits ateliers d'initiation ont été mis en place pour les professionnels. Il y a 3 types d'ateliers. Les ateliers destinés aux gens qui travaillent sur la posture et le mouvement, comme les kinés, les ostéos, etc. Il y a un atelier qui a été mis au point pour les réflexes plutôt émotionnels, donc, qui peuvent interpeller les psys, hein, les institutrices, etc. Et puis, il y a un module, un petit atelier destiné vraiment aux professeurs, aux instituteurs. Ce Mm. sont c'est un atelier qui présente les réflexes d'apprentissage. Et donc, ça permet, il y a 4 réflexes présentés et on donne les tests et on donne un remodelage de base, bien sûr, parce D'accord. que bon, on n'est pas comme ça accompagnant en IMP comme ça en un claquement de Ouais, doigts. oui, oui. Mais ça permet quand même déjà de décoder et de cibler et de peut-être orienter après vers un accompagnant IMP ou en brain gym, par exemple, vers quelqu'un qui fait du brain gym. Ça marche très très bien aussi. Donc ça existe. Il suffit d'aller voir D'accord. sur le site officiel de Paul London et les ateliers sont présentés avec les dates, les lieux, etc. Il y en a quelques-uns en Belgique. Je dis ça pour mes amis belges. Ouais, ouais, parce que. Et en France, il y en a à peu près maintenant dans toutes les régions D'accord. de France.
Ensuite, il y a donc Nous, la prochaine, l'étiquette suivante, ouais, c'est nous en étions, l'explosif. ouais, nous en étions, bon, pour récapituler, au rêveur, et Rêveur. donc là, c'est l'explosif maintenant. Voilà, l'explosif, c'est le petit bonhomme qui est toujours en train de se précipiter, le fonceur, mais qui contrôle rien, donc qui devrait s'arrêter à un certain moment, mais qui n'arrive pas à s'arrêter. Même en gym, hein, il y a toujours un qui bouscule les autres dans la file, parce qu'on lui on demande de s'arrêter à la ligne blanche, et lui, il va s'arrêter après la ligne Après les blanche. blanches. Voilà. Et donc là, le réflexe qui intervient fortement dans ce genre de comportement, c'est le réflexe de Babinski. C'est le réflexe qui apparaît lorsque on stimule le, la partie, le bord externe du pied du bébé. Ses orteils se mettent en éventail. Mhm. Et donc ce réflexe-là, il a un impact émotionnel extrêmement important et il intervient aussi beaucoup dans la mise en place de la structure physique et de l'assise intérieure. Et donc, ben, quelqu'un qui a son réflexe de Babinski qui n'est pas intégré, quand on le teste, je peux vous dire qu'il faut faire attention de ne pas se prendre le genou de l'apprenant dans le menton, D'accord. parce que j'ai vu des gens vous toucher à peine le pied et ça fait Ah, d'accord. oui. C'est comme si le petit orteil était directement connecté aux cordes vocales. Et ça a vraiment un impact sur tout le corps, parce qu'on voit le corps qui réagit en entier, quoi. Donc il y a vraiment un stress qui apparaît dans tout le corps. Donc d'où l'aspect d'explosivité, en fait. D'accord, ouais. Mais en fait, il n'est pas explosif du tout. C'est pas un colérique, c'est de nouveau un acte réflexe. Alors, l'avant-dernière étiquette, c'est l'inquiet, le stressé, l'anxieux, le Ah, peureux. celui-là, je le connais bien. Je crois que j'en ai fait partie, celui-là, gamin. Hein, Voilà, c'est celui qui expliquez. a toujours peur de l'échec, qui a toujours peur de se tromper, euh, qui ne répond jamais aux questions de l'enseignant, même s'il a la réponse, Oui, parce qu'il a peur de se tromper. voilà. Il doute en permanence de lui-même, il doute en permanence de ses réponses. Euh, Et ça va jusque même au refus de faire les choses par peur de l'échec anticipé. Voilà. Hmm. Même si on a tous les moyens, même si on a bien étudié, même si on a toutes les capacités, on va arriver à se saboter pour ne pas faire la chose. Comme ça, au moins, on ne ratera pas. On ne prendra Ouais. pas ce Et risque-là. oui, et puis on reste dans, et puis ça nous conforte dans la certitude, justement dans cette certitude qu'on ne sait pas faire. Voilà, on Et pratique ça, cette. c'est la certitude qu'on ne sait pas faire, c'est une conséquence secondaire. D'accord. C'est une stratégie qu'on met en place pour justifier ces actes manqués. Ouais. Donc, il faut bien voir que toutes ces personnes qui ont des étiquettes, elles ont mis en place des stratégies à différents niveaux de leur vie pour contrer ça. Mais parfois, ces stratégies, si elles ont été utiles à certains moments, sont quand même destructrices, on va dire, Exactement. en tout cas très perturbantes. Et ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, par exemple, provoquer des disputes de couple, alors que Il n'y a pas on lieu essaie d'être. juste de s'auto-traiter Voilà. le réflexe qui n'est pas intégré, quoi. Et donc, chez l'inquiet, il y a deux réflexes en fait qui sont hyper liés. C'est le réflexe de Moreau dont j'ai parlé précédemment, et le réflexe qui est le fondement même du réflexe de Moreau. Donc, le réflexe de Moreau se construit sur ce premier réflexe. C'est le réflexe de retrait, ou aussi appelé réflexe de paralysie par la peur ou de peur paralysante. C'est le tout premier réflexe qui apparaît chez le fœtus à la 5e semaine, entre 5 et 6 semaines. C'est le réflexe qui est le suivant, c'est que le bébé se fige lorsqu'il y a un stress, par exemple un bruit important, une pollution chimique, une pollution électromagnétique, vraiment un stress voilà, qui met en danger, euh, l'enfant se fige. Mhm. Et donc, ça c'est vraiment donc le réflexe de retrait et le moraux qui se construit là-dessus, qui est le suivant, qui vient vraiment, qui a besoin de ce premier réflexe de retrait pour pouvoir apparaître, sont vraiment des réflexes émotionnels, des réflexes de peur. Et quand ils sont hyperactifs, ben forcément, on est dans la peur Mhm. constante, un stress constant. Ce qui engendre la réaction de d'autres réflexes, comme notamment un réflexe dont j'ai déjà parlé, c'est le réflexe de protection des tendons, le réflexe qui fait qu'on se penche vers l'arrière
et donc ça va commencer à déformer la posture. Et quand on se penche en arrière, on risque de tomber en arrière. Et donc, pour contrer ça, on va se pencher vers l'avant. Et donc, on va avoir un stress vers l'arrière et un stress vers l'avant avec la tête qui va se porter en avant, d'où un problème de respiration. Et on peut avoir apparaître des vertiges, mauvaise oxygénation, de l'asthme, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, l'implication est quand même très, très importante. Et le dernier, c'est la dernière étiquette, c'est le bagarreur. C'est l'inquiet qui cherche à tout contrôler, à tout prix, et il veut tellement contrôler qu'il en devient brutal. Voilà, il serait prêt à ligoter l'institutrice sur sa chaise pour être assuré. Et là, il y a deux grands réflexes qui apparaissent. Donc ici, chaque fois, j'ai identifié les réflexes les plus significatifs. Il peut y en avoir des tas d'autres dedans. C'est le réflexe de soutien des mains. Donc c'est le réflexe qu'on pourrait appeler aussi de parachute, de parade. C'est un peu comme les pompes. D'ailleurs, on le teste un peu comme ça. On vient vraiment tester un peu en pompe. C'est un réflexe qui, effectivement, quand il est hypertonique, on a des gestes brusques, on repousse, et on peut faire très mal aux autres, sans le faire exprès. Et aussi, il a un impact au niveau psychologique sur la mise en place de son espace vital. C'est quand ce réflexe-là est intégré, qu'il est bien équilibré, eh bien, on accepte que l'autre vienne jusque-là et pas plus loin. On a une estime de soi, une affirmation de soi qui est juste proportionnée à la situation. Tandis que quand le réflexe de soutien des mains n'est pas intégré, on va être tout le temps dans la surréaction. On va être toujours disproportionné dans la réponse qu'on donne à l'autre, ce qui peut blesser l'autre physiquement ou moralement, émotionnellement. Et oui, l'autre peut prendre ça pour une agression. Voilà, c'est ça. Et on va avoir, par exemple, ou des mots, on va éjecter des mots qui n'ont quasiment rien à voir avec la situation. Et juste parce qu'il y a un petit stress émotionnel, on peut partir dans une colère énorme et chercher le conflit, alors qu'il n'y a pas du tout raison. Voilà, c'est pas proportionnel à l'événement, quoi. Et de nouveau, le deuxième réflexe dont on a déjà parlé aussi, c'est le réflexe tonique labyrinthique. Donc, c'est le fameux réflexe où on vient s'appuyer à l'arrière et qui lui aussi a un impact sur justement la notion de distance dont je parlais, proche, loin. Et voilà, ça ensemble, les deux réflexes ensemble, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Voilà un petit peu l'ensemble des étiquettes qu'on peut rencontrer, et je pense que ça peut être utile. Ça peut être ça peut être très utile, surtout pour ceux qui gèrent, qui ont parfois à gérer des groupes d'enfants, qui font comme l'exemple que j'avais cité, qui pratiquent aussi en tant que bénévole parfois de l'aide aux devoirs, parce qu'on n'est pas spécialement formé. On est bénévole, même si on est assisté par des éducateurs, et puis je te garantis que même les éducateurs qui étaient autour de moi, ça, ils ne le savaient pas. Hein. Voilà. Bon, je pense que ça envoie. Je pense qu'il y a des progrès. Mais bien malgré eux, ces gamins subissaient des primates, alors qu'il ne s'agit que du réflexe, quoi. Voilà. Et donc, parfois, il y a deux types de réponses qu'on donne pour essayer de combler un petit peu ces problèmes. C'est on envoie l'enfant faire du sport, souvent dans les sports agressifs, ce qui ne fait que renforcer en fait le problème, ou alors dans des sports de collectivité. Donc en soi, l'idée est excellente, mais il faudrait d'abord aller identifier et équilibrer le ou les réflexes dysfonctionnants. Oui, il faut des ressources, bien sûr. Voilà, parce que on fait généralement, vous allez mettre quelqu'un, je sais pas, un bagarreur ou un agité au sport pour le calmer, mais ça ne va que l'envoyer à la boxe, ça va pas. Ça va rien faire de plus. Oui, ça va rien faire de plus. Je pense que ça n'aille pas équilibrer le réflexe et qu'au contraire, ça aille créer un stress supplémentaire et que ça risque même de déséquilibrer d'autres réflexes.
Donc, prudence, prudence. D'accord. Le sport, absolument. Moi, j'étais un grand, grand sportif et je suis toujours dans l'activité physique. Donc, j'incite effectivement au sport, Mhm. mais de façon raisonnée, D'accord. en ayant d'abord fait une identification préliminaire. Et bon, ça, je pense que les premières personnes de métier à voir, ça, c'est à l'école. Ce C'est- sont les institutrices en bas âge et les premières années d'école. C'est là qu'on voit de façon les plus flagrantes les problèmes parce que après, l'enfant met en place des stratégies qui parfois camouflent, qui surcompensent. Et donc après, c'est un peu compliqué d'aller vraiment cibler, quoi. Comme, comme, Voilà, voilà. Pour voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai fait un peu le tour du problème. ben, comme fut un temps, les gauchers contrariés, ben bon, là, je t'en avais déjà parlé un petit peu avant de faire l'émission, mais c'est pas le même principe, mais bon, ça s'est un peu amélioré à ce niveau-là. Maintenant, on laisse un peu plus libre l'enfant d'utiliser la main qu'il veut, mais le système des gauchers contrariés, comme je l'ai été aussi, c'est-à-dire que tu prends ta main gauche, on te dit non, on te force à prendre le crayon de la main droite, et là, à un moment Ouais. donné, tu te retrouves sous le lit à dire non, je ne vais plus aller à l'école, quoi. Et ça te Oui, rend oui. agressif. Donc, il y a trois grandes portes, en fait. Il y a la porte kinesthésique, le toucher, Hmm. le sens du mouvement, la porte auditive et la porte visuelle. Et nous avons tous une porte privilégiée. Et donc, au niveau de l'enseignement, je pense que c'est un peu dommage qu'on fasse rentrer tout le monde dans le même moule. Évidemment, c'est un peu compliqué. Pour ça, un type d'enseignement qui serait bien adapté à l'enfant, c'est le compagnonnage, qui, lui, vraiment répond aux besoins minute par minute, aux D'accord. besoins spécifiques de l'enfant, Hmm. bien que l'enfant soit obligé, bien sûr, de faire des efforts de mémoire, d'apprentissage, de dextérité, etc. Mais il est important de trouver la bonne porte d'entrée chez l'enfant. Et donc, quelqu'un qui a une porte kinesthésique, c'est stupide de l'obliger à rester assis pendant des heures avec le regard fixé sur le tableau. Il Ouais. faudrait arriver à lui donner la même matière, mais à travers des jeux plus physiques, plus dans le mouvement, plus dans la posture. Oui, le problème là, c'est quand tu as des classes de 40 gamins, Voilà, c'est ben pas voilà, évident. donc c'est toute une nouvelle approche de l'enseignement. Oui. Certains enseignements proposent ça, je pensais notamment à Montessori, ce genre d'enseignements qui sont un peu, pour l'instant, des enseignements privilégiés, mais ça devrait être généralisé en fait, Hmm. euh, pour répondre beaucoup mieux Oui. voilà, aux besoins réels de Aux l'enfant. besoins réels. D'accord. Eh bien, Voilà, ok. Eh bien, merci pour cette intervention. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain sujet concernant l'intégration motrice primordiale et des réflexes. voilà. À bientôt. À Merci. bientôt, tout le monde.